Donc il faut qu'au niveau des diasporas, on ait cette prise de conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, et du fait que nous devons nous mobiliser par rapport aux questions africaines. Alors, je suis Hamzat Boukari Yabara, je suis né en 1981 à Cotonou, au Bénin. Ma mère est originaire de la Martinique, rivière Pilote. Alors, pour résumer, je suis historien, j'écris des ouvrages, j'anime des conférences. Donc je m'inscris, on va dire, de manière publique dans le champ du panafricanisme. Et en même temps, j'essaye d'apporter ma contribution à ce vaste objet qui est l'émancipation de l'Afrique et des peuples africains de la diaspora. Et comment tu définirais justement ce courant panafricain? Qu'est-ce que le panafricanisme pour toi? Le panafricanisme, c'est un mouvement de libération, c'est un mouvement de solidarité entre les populations d'origine africaine qui ont été déportées du continent africain et qui, au cours du XXe siècle, ont fait en fait une doctrine de libération de l'Afrique dans le cadre du combat anticolonial et qui depuis, je dirais, une dizaine d'années sont confrontés à d'autres enjeux en lien avec la mondialisation. Donc pour moi, c'est la manière dont on arrive à penser nos diversités de manière unitaire et à faire du panafricanisme un objectif politique. C'est un mouvement, il y a un objectif vers lequel nous devons continuer à tendre. Lorsque on a le savoir, lorsqu'on sait des choses, on a du pouvoir. Et donc ce pouvoir, il faut le transmettre aux nouvelles générations, il faut le diffuser, donc il faut écrire des livres. Et donc j'ai écrit Africa Unite, une histoire du panafricanisme en 2014, qui est un peu le bouquin de base de beaucoup de gens qui aujourd'hui rentrent dans le panafricanisme. J'ai écrit d'autres ouvrages et enfin le dernier que j'ai co-dirigé sur la France-Afrique, parce que c'est important, je dirais, de comprendre comment ce système de la France-Afrique a combattu et continue de combattre l'idée d'une unité africaine. Il est important que la population d'origine africaine ou afrodescendante ou noire de France maîtrise ces enjeux parce qu'elle a une responsabilité plus grande qu'elle ne le croit. Il est important que les populations noires qui vivent dans des pays impérialistes comme la France aient conscience de la politique que mène ce pays envers les pays africains. Et donc du coup, il y a une dimension aussi de décolonisation à tous les niveaux qui est présente dans mes travaux. Tu m'as dit beaucoup de choses là et ça me rappelle aussi effectivement des choses que tu as écrites notamment dans Africa Unite, quand tu fais référence justement aux jeunes issus justement des diasporas. Et dans ce livre-là, tu nous dis effectivement que le panafricanisme est né de courants de pensée qui se sont formés en dehors du continent africain au final. Absolument. En fait, c'est le fait de sortir de l'Afrique, de sortir de son village, de sa ville, de son pays, de sa région, qui nous fait découvrir qui nous sommes et qui nous amène à nous poser des questions. Et le panafricanisme, on ne peut pas le comprendre si on ne voyage pas. Le panafricanisme, c'est vraiment la question de la diaspora et la question du continent, c'est l'unité africaine. Et donc souvent, aujourd'hui, les gens confondent, ils associent le panafricanisme au continent, alors qu'en réalité, non, le panafricanisme, c'est vraiment ce que la diaspora a porté, et c'est Kwame Nkrumah qui l'a ramené sur le continent, mais la base, la source, le point de référence, ça reste la diaspora. Donc il faut qu'au niveau des diasporas, on ait cette prise de conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, et du fait que nous devons nous mobiliser par rapport aux questions africaines. Justement, dans cette diaspora, est-ce que tu as 2-3 figures à nous citer qui constituent justement pour toi vraiment l'origine du panafricanisme? Quelqu'un comme... alors il n'est pas à l'origine, mais il est important de le citer, Anténor Firmin. C'est un intellectuel haïtien qui a écrit De l'égalité des races humaines en 1885, qui bien avant Cheikh Anta Diop posait déjà la question de l'antériorité des civilisations nègres par rapport à l'Égypte. Je citerai également Malcolm X dans sa construction de l'organisation de l'unité afro-américaine, l'idée qu'il fallait réunir tous les Noirs de l'hémisphère occidental dans une même organisation. Je trouve ça extrêmement pertinent et intéressant.
et dont les figures, je dirais, vivantes aujourd'hui, alors qui n'est pas directement reliée au panafricanisme, mais qui me semble importante à citer, Assata Shakur, parce qu'elle incarne en fait toute la lutte noire américaine radicale des Black Panthers, et elle est aujourd'hui réfugiée à Cuba, qui est aussi un lieu très important de cette résistance-là. Donc ces trois figures parmi au moins une cinquantaine d'autres que j'aurais pu citer, que j'ai ici proposées, quoi. Mais c'est intéressant parce que au final, même moi, je m'attendais pas du tout à ce que tu cites ces trois figures-là. Et justement, tu nous cites une figure féminine à la fin, qui est Assata Shakur. Est-ce que dans l'histoire du panafricanisme, il y en a eu beaucoup d'autres? Et si oui, pourquoi on n'en entend pas autant parler que pour les figures masculines, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de sources écrites à ce niveau-là? Alors, les femmes ont été dans tous les domaines de la lutte, dans tous les secteurs de l'histoire de l'Afrique et du panafricanisme. Elles ont été présentes à tous les moments. Partout où il y avait des hommes réunis, les femmes également soit étaient présentes mais invisibilisées, soit se réunissaient ailleurs entre elles pour poser d'autres problématiques. Par exemple, Marcus Garvey, on ne connaîtrait pas autant Marcus Garvey sans ses deux compagnes successives, Amy Ashwood, avec qui il a fondé l'UNIA, et Amy Jacques, qui a notamment recueilli et plus ou moins écrit Philosophie and Opinions of Marcus Garvey. Harriet Tubman, qui est une grande résistante abolitionniste aux États-Unis, qui a libéré des dizaines et des dizaines d'esclaves des plantations du Sud, très importante à citer. Donc on a, je dirais, des femmes qui ont été présentes à tous les niveaux, qui ont organisé des conférences, comme le 4e congrès panafricain en 1927, mais c'est vrai qu'elles ont été largement invisibilisées dans l'histoire. Très peu ont écrit des biographies ou des autobiographies, très peu ont raconté leur version du panafricanisme, et je pense que c'est non pas une lacune, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir de manière négative, mais il faut plutôt le voir sous l'angle du potentiel que cela représente, de se dire qu'on a autant de femmes qui ont joué un rôle dans cette histoire-là, qui ne sont pas suffisamment connues, et que nous avons à faire connaître pour que justement il y ait, je dirais, un équilibre dans les perceptions du panafricanisme. Parce que le mouvement vu depuis les luttes menées par les femmes n'épouse pas totalement le point de vue porté par les hommes dans ce combat-là. Après, sur la période plus contemporaine, on a des figures comme Myriam Makeba, comme Funmilayo Ransome Kuti, la mère de Fela Kuti, qui est très importante également. Dans le contexte de la révolution sankariste, il y a eu des femmes qui ont été présentes, qui ont joué des rôles, qui ont été ministres, qui ont participé à cette révolution-là. Et enfin, on a, je dirais, un certain nombre également de militantes dans les mouvements de libération qui ont joué un rôle très important également. Est-ce que tu as par exemple des articles ou des ouvrages à conseiller aux personnes qui ont envie d'en savoir plus? Sur les femmes, il y a le livre classique de Sylvia Cerbin, Reine et héroïne d'Afrique et de la diaspora. Je pense qu'il est très important, il faut le lire. Alors il y a un livre en anglais qui a été écrit par Hakim Hadi, qui est un historien britannique, et Marika Sherwood, qui est une sorte de dictionnaire de quelques figures panafricaines. Mais sinon, mes principaux travaux et recherches les ai faits à partir d'archives, de différentes sources. Je me suis beaucoup appuyé aussi sur les travaux de Walter Rodney, puisque c'est vraiment ma référence en termes d'écriture de l'histoire et d'engagement, et notamment son livre Comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, notamment pour ceux qui nous regardent, c'est que l'histoire, elle n'est pas que dans les livres. L'histoire, elle est dans les films, elle est dans les chansons. Voilà, vous mettez une chanson de Bob Marley, vous écoutez les textes, vous écoutez ce qu'il raconte, Exodus, Movement of Ja People, Africa Unite, Zimbabwe, tout ça, c'est l'histoire de nos luttes de libération. Donc l'histoire, elle est présente aussi de manière populaire, dans la culture populaire, elle est présente dans l'art. Donc elle n'est pas présente que dans les livres, c'est important de le soulever, mais les livres sont importants parce qu'ils permettent, je dirais, de poser les choses dans le marbre et de les étudier de manière un peu plus précise et plus pointue. Du coup, Africa Unite, il visait à combler justement cette lacune. C'est un livre que j'ai écrit en me demandant quel est le livre qui, si moi j'avais 20 ans, j'aurais eu envie de lire sur notre histoire. Et du coup, j'ai mis beaucoup de personnages dedans. Voilà, ça va des Toussaint l'ouverture et Jean-Jacques
Jacques Dessalines, jusqu'aux figures plus contemporaines comme Thomas Sankara et Amilcar Cabral. Est-ce que du coup ce mouvement a participé réellement aux différents mouvements de libération et d'indépendance en Afrique ? Alors la première indépendance en Afrique subsaharienne, c'est le Ghana, et celui qui mène le Ghana à l'indépendance s'appelle Kwame Nkrumah, c'est le champion du panafricanisme. C'est lui qui en a donné la doctrine la plus simple, en disant que nous devons faire l'union, qui ne consiste pas à renoncer à nos souverainetés grandes ou petites, mais à mettre en commun les outils d'une union politique avec une défense commune, donc une armée commune, une diplomatie et des relations internationales communes, une monnaie, une banque centrale, une zone monétaire africaine commune. C'est ça la définition basique du panafricanisme en termes de doctrine d'unification politique. Et Nkrumah va ensuite organiser 2 conférences des États africains indépendants et des peuples africains en 1958, dans lesquelles il y aura tous les mouvements de libération présents à Accra. Et donc dans le contexte des luttes de décolonisation, il y avait ce débat, est-ce qu'il faut aller à l'indépendance en étant chacun pour soi, ou est-ce que dès le départ il faut se mettre ensemble et aller à l'indépendance ensemble. Et donc cette vision, qui est celle du panafricanisme intégral, a été malheureusement rejetée. Et donc depuis au moins 6 décennies, on lutte un peu contre les vents adverses, les courants adverses qui ne veulent pas, soit à l'échelle internationale, soit en interne, puisqu'il y a des blocages à la fois internes avec des dirigeants néocolonisés et des puissances internationales qui ne veulent pas de l'unité de l'Afrique pour y arriver. Et après, dans ce panorama général, on a des territoires particuliers de la lutte de libération, comme l'Afrique du Sud contre le régime d'apartheid, comme le Congo, déjà du temps de Lumumba, qui est soumis à des impérialismes très particuliers, ou également des pays comme la Tanzanie, qui vont avoir, je dirais, leur propre histoire panafricaine, qui sert, je dirais, d'éléments de référence aujourd'hui. Quelle est la fausse idée courante ou le cliché qu'il faut absolument briser, selon toi, concernant le panafricanisme? Alors, le cliché qu'il faut briser concernant le panafricanisme, c'est l'idée qu'on peut unir 1,2 milliard d'Africains sur la même idée. Ça, c'est le premier cliché, c'est-à-dire que quand les gens disent que cette affaire c'est une utopie, évidemment, il y aura toujours des Africains contre l'idée de l'unité africaine. Et il faut faire avec, c'est-à-dire que l'unité, ce n'est pas 100% d'unité, c'est un degré d'unité, Cabral le disait, à partir du moment où on a un niveau qui atteint 30 à 40%, la bataille est quasiment gagnée parce qu'elle va basculer de l'autre côté. Cheikh Anta Diop disait aussi il faut faire ce travail-là pour faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Donc il n'y aura pas d'unité comme un coup de baguette magique du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va être progressif et donc il faut partir du constat qu'au départ l'objectif peut paraître très éloigné, mais la direction est la bonne. Le deuxième cliché, c'est de croire que le panafricanisme, c'est tous les Noirs unis qui s'aiment comme un seul homme et qu'il n'y a pas de conflictualité entre nous. Il y a toujours de la conflictualité entre nous, il y aura toujours de la conflictualité entre Noirs, comme il y en a entre Blancs, mais l'enjeu, c'est que cette conflictualité, que l'on peut voir entre des pays, là les gens parlent du Congo, du Rwanda, etc., ne débouche pas sur des logiques d'agression. Et c'est ça en fait l'enjeu. On peut ne pas être d'accord entre nous, mais il faut qu'on ait des principes de pacte de non-agression. Parce que souvent, quand nous nous agressons entre nous, c'est pour des intérêts non africains. Et donc le principe du panafricanisme par rapport à ça, c'est de dire qu'il faut ce qu'on appelle la Pax Africana, c'est-à-dire des solutions africaines aux problèmes africains. Et donc à un moment, il faut que nous nous mettions ensemble en huis clos pour justement trouver ces éléments de solution. Le troisième cliché, très important, mais elle est très important, et je l'ai peut-être dit un petit peu tout à l'heure, c'est que le panafricanisme concerne spécifiquement la diaspora. Et donc plus les diasporas arriveront à s'unir, plus l'unité du continent africain se fera. Et cette unité des diasporas, elle est compliquée parce que on peut se penser africain de France ou noir de France. Après, dans cette identité d'Africain de France, les Sénégalais vont dire nous, on n'est pas Camerounais, nous, on n'est pas Ivoiriens, etc. Donc, on va commencer à se dire Sénégalais de France, Ivoiriens de France, Camerounais de France, etc. Si on rajoute en plus ensuite les Guadeloupéens, Martiniquais, etc., qui ont d'autres enjeux, on arrive dans des situations où tout est fragmenté et émietté.
Or, l'enjeu, c'est qu'on arrive justement à donner du sens et du lien à toutes ces identités pour que, dans nos territoires d'origine, l'unité se fasse de manière plus accélérée. Et c'est ça, en fait, l'un des enjeux de la diaspora, qu'elle constitue son unité sur un territoire qui lui est historiquement hostile ou difficile, mais qu'on arrive justement à construire cette unité-là. Et si on y arrive ici, au niveau de la diaspora, ça peut être un accélérateur au niveau du continent. Et le dernier, quatrième cliché que je veux juste souligner dans la continuité de cet élément-là, c'est que c'est important d'aller en Afrique, mais le Back to Africa ou le retour en Afrique n'est pas la clé du bonheur ou du succès. C'est important de contribuer aux luttes qui ont lieu sur le continent africain, mais il ne faut pas le voir, je dirais, comme un effet de mode. Il n'y a pas d'âge pour retourner en Afrique. On ne retourne pas de la même manière quand on a 25-30 ans, peut-être à la sortie des études, que quand on a 50-55 ans. On n'a pas la même expérience, on n'a pas le même carnet d'adresses, on n'a pas le même vécu. Et c'est important de comprendre que l'Afrique a aujourd'hui besoin d'expérience parce que c'est un continent qui est extrêmement jeune du point de vue de sa population. Donc lorsque l'on rentre en Afrique, il faut rentrer avec des solutions qui sont cohérentes avec les besoins qui existent sur place. Et ça renvoie à l'expérience du Libéria et à la manière dont Marcus Garvey, un peu plus tard, avait tenté justement de faire ce Back to Africa, dans l'idée qu'il est important de rentrer en Afrique, mais tout le monde n'a pas vocation ou n'a pas intérêt, ou même l'Afrique n'a pas intérêt à ce que certains profils reviennent sur le continent aujourd'hui. Donc c'est des éléments, je pense, qui sont importants à mettre en avant en termes de garde-fous. Et quel serait du coup ton souhait par rapport à tout ça pour les gens qui te lisent aujourd'hui ? Mon souhait pour les gens qui me lisent aujourd'hui, c'est que ça les motive également à s'engager, à mettre en place leur propre projet. Alors moi je suis historien, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de lien avec l'histoire que je rencontre, avec qui j'échange, qui sont sur des projets qui n'ont parfois rien à voir avec l'histoire, mais qui ont compris une chose, c'est que quand on veut s'engager dans tous les domaines, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans le business, etc., c'est important d'avoir confiance en soi. Et sans une maîtrise de l'histoire, on ne peut pas avoir cette confiance en soi. Et donc du coup, j'invite vraiment toutes les personnes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, même si ça paraît être un domaine éloigné, même si vous n'êtes pas diplômé, à vous intéresser à cette histoire-là, à lire effectivement mes travaux, en tout cas mon livre sur le panafricanisme. Et à partir de là, je dirais à vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour la libération de l'Afrique ? C'est une question qui est extrêmement importante, il faut se la poser. Pas de manière obsessionnelle, mais il faut se la poser et voir qu'on a les moyens de changer les choses. L'histoire montre que le changement est possible. L'histoire montre que nous sommes capables de remporter de grandes victoires, à la fois individuelles et collectives. Donc il faut réellement que ce 21e siècle soit le siècle du panafricanisme, le siècle de l'Afrique. Le discours était clair, limpide. Donc merci à toi pour ta confiance et à la prochaine. À la prochaine, merci. Ciao.